Tu connais pas ce film? Alors attention parce que paraît-il que je raconte mal. Alors, c'est un film chelou. Voilà. Je sais pas trop comment le... C'est des mecs qui sont sur un bateau. Alors pas un paquebot, pas genre ils sont 3000, hein. C'est genre ils sont 5 ou 8 ou je sais pas. Voilà, ils sont un petit nombre sur un bateau. Et en fait, ils remontent la rivière pour trouver des putes. Déjà, l'enjeu est chelou. Voilà. Et alors, ils vont arriver à plusieurs spots. C'est genre un genre de quête, si vous voulez. Merci Vlad. Et une fois, ils vont tomber sur plein de gars, mais il n'y a pas de meufs, hein, donc il n'y a pas de pute. Une autre fois, ils vont tomber sur des surfeurs où là, pareil, il n'y a pas de pute. Et à un moment donné, ils finissent par tomber sur une meuf qui n'est pas une prostituée, mais qui accepte de se prostituer pour eux. Ce qui déjà pas... Enfin, c'est bizarre, quoi. Et ce qui se passe, c'est comme il n'y en a qu'une, et que les mecs, ils sont, je sais plus, genre 5 ou 6, tu vois. En fait, bah, ils y vont genre proms, 2 et tout, c'est un peu glauque, quoi. Et mais après, c'est un film qui a eu masse de prix, quoi. Alors, c'est pas Apocalypse Now. C'est Apocalypse Now Redux. Oui, c'est Redux pour le passage avec les putes. Il y a pas, il y a toute la scène avec la meuf qui est sur le point de se taper Martin Sheen et puis d'un coup, elle voit que juste à côté, il y a Laurence Fishburne qui est là. Elle dit mais vous êtes qui vous? Il dit moi, je suis le suivant. C'est terrible, c'est terrible. Cette scène elle est terrible. Tu connais pas ce film? Alors attention parce que paraît-il que je raconte mal. Mais pareil, ouais. Alors, on est sur un teenage movie, donc on a un ado qui est amoureux d'une ado, donc jusque-là, c'est assez basique. Sauf que cet ado, en fait, il se comporte pas super bien avec elle. C'est-à-dire qu'il fait le show, il fait le beau gosse, machin, tout ça, et en fait, il est vraiment dans une posture, alors c'est certainement de l'image qu'il a l'impression qu'il doit donner, quoi. Mais donc, il se comporte pas bien, et il y a un copain de l'ado, de la meuf, qui à un moment donné le chope et lui dire écoute, hein, il va falloir que tu fasses mieux parce que sinon ça va mal se mettre et je vais te fracasser. Enfin voilà, il lui montre que c'est vraiment faire le show, quoi. Et du coup, l'autre, il se remet en question, ça c'est pas mal, il se remet en question et on voit qu'il mûrit. Alors bon, ça c'est pas subtil, c'est comment est-ce qu'on voit qu'il mûrit? C'est parce que d'un coup il s'habille mieux et il se coiffe. C'est genre avant il était décoiffé, là il est bien coiffé et tout, c'est comme ça qu'on comprend qu'il a mûri. Bon voilà, c'est pas écrit ultra finement. Attention, attention. Par contre, après, le film a quelques longueurs. Il y a notamment toute une partie secondaire avec le père de la meuf, qui genre 4 secondaires un peu osef. Voilà. Mais le film est pas mal. Pour l'instant, je l'ai pas vu hein, dans le chat. Je l'ai pas vu dans le chat. Oui, Vlad, c'était intouchable. La fille de François Cluzet, elle sort avec un gars qui parle mal. Et à un moment donné, il y a Omar Sy qui l'attrape et qui fait vas-y, tu vas changer. Et il lui sort comme ça, il lui dit mets une barrette dans tes cheveux. Et la séquence d'après, le mec, quand il revient, il a une barrette dans ses cheveux, il amène des croissants. Et puis il y a la quête secondaire avec l'Europe. Voilà, donc il y a plus de trolls dans les niveaux difficiles. Mais vous allez voir avec le suivant que c'est pas non plus super difficile nécessairement. Donc, épisode 10, c'est beau la neige qui tombe. Tu connais pas ce film? Alors attention parce que paraît-il que je raconte mal. Bon, là on est clairement sur un film contemplatif. D'accord? Alors c'est pas tout à fait du Terrence Malick, mais on n'est pas si loin que ça. Bon alors après, voilà, ça reste quand même assez accessible pour le public. C'est un film contemplatif qui fait que 2h30, donc ça va. Et après, je veux dire, il y a une histoire, c'est pas juste des plans où on voit de la neige qui tombe sur des buissons. Il y a ça, hein. Il y a de ça, hein, bien sûr. Mais c'est plus un film qui interroge sur la futilité de nos actions, dans le sens où, globalement, les humains que nous sommes faisons que des choses rébarbatives. On fait que la même chose tous les jours. Et donc, on a des personnages qui font les mêmes gestes tous les jours, et qui finissent par s'enfermer en fait dans un délire où on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, parce qu'on le voit avec leurs yeux. Et donc, en même temps, on est fasciné par la beauté, la majesté de la nature qui nous entoure. Et en même temps, on est enfermé dans ce truc où, de plus en plus, on les sent enfermés dans un délire. Ils se perdent au milieu vraiment de tout ça. Et c'est assez bien amené. Ouais. C'était Shining. C'était évidemment Shining. Une bande à part, celui-là il est chaud, mais celui-là je l'avais déjà raconté. T'es soin avec ta suite, salut Hardisk.
Celui d'après, je l'avais déjà raconté. Je l'ai raconté à, j'ai dit à celle sur Cher, oui, mais au Geek Ferries. Je l'ai déjà raconté en live. Celui-là, c'était un des premiers que j'avais trouvé. J'en étais très très fier. Celui-là, j'ai trollé beaucoup de monde avec ça. Allez, on est parti. Tu connais pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. Alors là, on est sur un film choral avec une bande de potes un peu spé. Alors, je résume. Il y en a un, il est musicien et il aime bien se cosplayer en Flash. Mais par contre, le cosplay de version Wish, quoi, hein, genre le cosplay de merde, voilà. Il y en a un autre, il est comédien et lui, il aime bien se cosplayer en arbre, genre Groot. Il y en a un autre, alors lui, il me pose problème parce que le film nous le présente comme un mec sympa. Ouais, si alors vous l'avez, que ne le le gars, dites pas. il est constamment à 2 doigts de l'agression sexuelle, en fait. Et mais vraiment, c'est un charreau. Il va trop loin pour qu'on puisse se dire simplement ah ça va, il déconne. Il va vraiment loin. Et le film ne condamne pas ça. Alors, est-ce que le film nous demande à nous de condamner ça? Je ne sais pas. Voilà. Ça me gêne un peu. Et puis, il y en a un quatrième. Lui, il fait rien de spécial, mais il est roux. Vas-y, vous pouvez balancer. Le contrôle-surpris, il était prêt. Il était prêt à le balancer. Le sac des poètes disparus. Le sac des poètes disparus. Effectivement, il y a Charlie qui, à un moment donné, joue du saxo et qui, avant d'aller à une soirée, se dessine au rouge à lèvres un éclair rouge sur le torse. Il y a Robert Sean Leonard donc, qui joue dans la pièce Songe d'une nuit d'été de Shakespeare où il joue un arbre. Il y a Longstreet donc, qui drague une meuf qui est avec un mec, hein. Mais il en a rien à foutre, il va la draguer, il va jusque dans son école, elle lui dit fous-moi la paix, mais il insiste, il la lâche pas jusqu'à ce qu'elle accepte de sortir avec lui. Et puis il y a Cameron qui est roux. C'est vrai que des poètes disparus, voilà. Ensuite on a La famille avant tout. La famille avant tout, alors attendez, à la vignette, je suis pas sûr de l'avoir celui-là. On va voir. Ah, ça va pas cliquer. Ah, voilà. Tu connais pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. Alors c'est une famille qui est réunie après plusieurs années où ils avaient été séparés. Et oui, donc là, bon. ils sont enfin réunis et ils décident de monter ensemble. C'est un vieux rêve qu'ils avaient de monter ensemble un petit business d'imprimerie. Mais ils se font emmerder par les gamins du quartier. Une idée de Monsieur Sam. Mais genre, vraiment. Et ce qui se passe, c'est que ces gamins, il est déjà prévu de les faire dégager. Mais du coup, ils sont pas du tout calmés. C'est-à-dire que du coup, on dirait qu'ils en ont plus rien à foutre. Ils peuvent y aller, vraiment, ils sont en roue libre totale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont dans un club un peu classe et ils pètent les chiottes. Mais genre, ils cassent tout. Juste comme ça, histoire de faire un peu de bruit. Voilà. Et donc, la famille qu'on suit du début, genre, il y en a quand même un qui a fait quelques temps plus tôt, mais il n'y a pas si longtemps que ça, qui a fait une tentative de suicide. Et fort heureusement, il n'est pas mort. Et voilà. Et puis là, il se retrouve à se faire latter les couilles par une bande de gamins qui font chier. Voilà. Même si, à un moment donné, enfin, je ne sais même pas quoi dire. Je dirais à un moment donné, il y en a un, il se met à jouer du piano, mais en même temps, il casse tout, quoi. Je sais pas. J'aime pas. C'était les Goonies. Et donc ça c'était l'épisode 16. Et je crois que l'épisode 15 c'était les Goonies aussi. En facile. Et donc en fait c'était 2 de suite qui étaient les Goonies. Voilà. Ensuite, le 19, d'après une histoire vraie. Alors la vignette est trop petite, je vois pas ce que c'est. Mais il n'y aura pas de souci, je vais retrouver. Je kifferais entendre ta version mal racontée de Virgin Suicide et American Beauty. Ah, deux bons films, effectivement. American Beauty, il y aura un truc à faire avec le sac en plastique. Il y aura un truc à faire, c'est sûr. Ouais, non seulement j'ai fait 2 fois le même film, mais d'affilée. C'était genre 15 et 16 ou 16 et 17, je sais plus. Tu connais pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. Alors c'est un film où il y a le président qui se fait buter. Et donc il y a une enquête genre du Parlement et du Congrès avec le procureur général et tout. Attendez. Parce que là il y a des gens qui disent c'était carrément le pitch d'Orange Mécanique. Absolument pas.
C'est une famille qui monte un business d'imprimerie. Ça a commencé comme ça. Hein. Bref. Alors, celle qui vient, elle a l'air simple, mais elle n'est pas si simple. Le président qui se fait buter. Et donc, il y a une enquête, genre du Parlement et du Congrès avec le procureur général et tout. Ne balancez pas ceux qui savent. Hein. Qui aboutit à la conclusion qu'en fait, le président a été assassiné par un tireur isolé qui était genre à une fenêtre et avec son fusil, il a tiré 3 balles et il l'a buté pendant que le président était en déplacement. Et voilà, fin de l'histoire. Sauf que il y a un procureur qui voit ça, qui dit mais non, c'est chelou. Parce qu'il y a quand même plein de questions qui restent sans réponse. Et dans la thèse officielle, il y a plein de trucs qui vont pas. Et ils commencent à s'imaginer que c'est plus compliqué que ça. Donc ils décident de faire une vraie enquête, parce que c'est pas juste un conspi vénère. Ils décident de faire une vraie enquête et il va se rendre compte que par contre, il y a, putain, vraisemblablement quand même une vraie conspiration derrière l'assassinat du président. Et c'est assez bien foutu. Hein? Non, il n'y a pas Kevin Costner dedans. Non. Par contre, il y a Georges Belair. Et c'était Icom Icar. Je l'ai vu passer. Voilà. Et c'était présenté comme JFK parce qu'évidemment, c'est exactement la même histoire. Puisque Icom Icar, donc de Verneuil, je crois, hein, c'est Henri Verneuil, hein, Icom Icar. C'est parfaitement le vrai pitch, mais c'est Icom Icar, c'est vraiment, ça raconte l'histoire de JFK en fait. Et il y a Georges Belair qui joue un tout petit rôle dedans, il joue un journaliste. Mais il joue quasiment le même rôle que moi dans Le Visiteur du Futur, c'est-à-dire qu'on le voit genre 11 secondes. Voilà. Donc ensuite, ça c'était l'épisode 19 d'après une histoire vraie. Maintenant, Descente aux Enfers. Descente aux Enfers, c'est bon, je vois ce que c'est. En fait, à la base, d'ailleurs, sur le texte, c'était pas écrit avec Georges Belair, il y avait écrit, il y a Brigitte Lahaie dedans, parce que Brigitte Lahaie joue dedans aussi. Mais voilà, mais c'était plus compliqué avec Georges Belair. C'était plus marrant avec Georges Belair. Tu connais pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. Alors c'est une histoire qui est un peu dure. Parce que pour le coup, c'est pas mal fait. C'est vraiment une histoire qui raconte la descente aux enfers de toxicomanes. Donc on voit comment des gens deviennent, des jeunes en plus, hein, qui deviennent accros vraiment aux drogues. Et alors au début, nous on le voit presque à travers leur vie, musique on voit de bien Morricone. tout le côté cool, tout le côté genre, machin, on fait des trucs de ouf maintenant, c'est genre comme si on pouvait faire presque de la magie, genre presque comme si on pouvait voler, si on pouvait faire des trucs, voilà. Et on rigole et c'est chouette. Et au fur et à mesure, ça commence à devenir de plus en plus n'importe quoi et un peu inquiétant, quoi. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, le monde est quasiment à l'envers. En fait, ça me fait le même effet, si vous voulez, que c'est comme dans l'autre film, là, je sais plus comment il s'appelle ce film là avec Joaquin Phoenix, où il rigole, mais il peut pas s'arrêter de rigoler, y compris quand ça va pas. Voilà, il y a un peu ce côté-là, ce côté pris d'un fou rire, mais où même quand c'est plus drôle, quoi, tu as toujours ce fou rire et que tu planes complet, voilà. Et à un moment donné, voilà, je crois que le message de ce film aussi, c'est de dire qu'à un moment donné, il faut savoir se détendre. Parce que c'est quand même en plus c'était jeune vraiment. Et en fait, il faut être capable de faire ralentir son cerveau un peu, quoi. Genre. Alors juste, c'était bien Morricone, la musique de Icom Icar. Alors celui-là, vous l'avez pas apparemment. Il y a une vanne qui est perchée à la fin quand je dis il faut être capable de ralentir son cerveau. Si vous avez vu ma vidéo sur la perception, normalement vous avez la vanne. La vanne sur les cerfs-volants. En fait, c'est Mary Poppins. Voilà, il y a Alcyon qui l'a dit. C'est Mary Poppins. Malheureusement, il faut que je me couche. Je suis super heureux de t'entendre. Merci, Roscoe. Voilà, donc ça, c'était Descente aux Enfers. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup, hein, des difficiles. Il y en a beaucoup moins que des intermédiaires. Ensuite, Leçon de tolérance. Ah oui, celui-là, je vois ce que c'est. À l'image, je vois ce que c'est. D'où il y a de la drogue dans les Mary Poppins? Le morceau de sucre qui a de la médecine à couler? On en parle ou pas? Ah bah moi, mon hypothèse, c'est qu'ils se droguent du début à la fin, hein, parce que sinon, je comprends pas. Ils se retrouvent à danser avec des pingouins en dessin animé. Bref, on avance. Tu connais pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. Là, c'est l'histoire d'un type handicapé qui déteste les enfants.
Et on se pose la question, on se demande, quoi, on ne sait pas pourquoi. Et évidemment, ce film, bah, il va d'un coup, son chemin va croiser le chemin d'un gamin, il va se retrouver coincé avec un gamin, alors qu'il déteste les enfants, mais il a son secrétaire, qui est un mec un peu bourru comme ça, qui va l'aider. Il y a aussi une petite meuf qui va l'aider, une petite meuf pas mal. J'ai une petite pensée pour 12 Parsec, à mon avis, qui l'aime bien. Merci Xeroxon Voilà. pour le Prime. Et voilà, et en fait, ce qui se passe, donc le gars, ils vont apprendre à s'apprivoiser un petit peu, le gars va se détendre, et à un moment donné, il y a une scène, alors je suis désolé, je vous spoil un peu, parce que c'est pas tout à fait la fin, mais c'est presque la fin, mais c'est une scène importante, c'est qu'à un moment donné, ce gars-là, on le retrouve à prier devant une statue, et dans sa prière, il exprime le fait que sa mère lui manque, quoi. Et c'est un truc dont il parlait pas. Alors déjà, le père complètement absent, mais effectivement, on se dit, mais peut-être que en fait, tout ça vient de là. C'est que le gars est dans la recherche de sa propre filiation. Le gars cherche quelle est sa place dans la famille. Et c'est pour ça que tant qu'il n'avait pas trouvé ce truc-là, il avait du mal avec les enfants. Et du coup, le personnage évolue bien. D'ailleurs, le gamin en question, lui, il évolue très peu finalement. Mais c'est vraiment ce gars-là, c'est lui qu'on suit, hein, voilà, lui, il évolue vraiment pas mal. Alors, personne ne l'a celui-là? C'est Hook. C'est totalement Hook. Personnage handicapé, qui aime pas les enfants, qui se retrouve avec un gamin qui est conseillé par une petite meuf. Et oui, je vais analyser d'autres films à l'avenir, bien sûr, Spock. Et qui, à un moment donné, se retrouve devant la statue du crocodile empaillé, là. Et que quand la statue lui tombe dessus, il dit « Je veux ma maman ». Alors les gens, essayez pas d'avoir un film d'avance simplement en vous disant « C'est bon, j'ai ma liste de films et je balance les titres ». Je veux dire, faut laisser la chance à ceux qui découvrent les vidéos. Donc ensuite, Triste Concerto. Triste Concerto, on avait vu le début, hein, donc ça, vous allez savoir tout de suite ce que c'est. Tu connais pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. Alors c'est un pianiste. Donc c'était l'épisode qu'on avait fait juste avant Independence Day, qui était quasiment le même pitch. Mais genre pas un pianiste classique, hein, genre un pianiste qui fait du piano dans les piano-bars, voilà. C'est pas son métier, hein, je veux dire, c'est un hobby qu'il a. Mais par contre, il fait ça bien. C'est-à-dire que quand il se met à jouer du piano dans les piano-bars, ça, tous les gens, ils sont là, genre, wouh, c'est une ambiance de malade, voilà. Et alors, au début, moi, je pensais qu'il faisait ça pour Ghidra, parce que, bon, toi-même, tu sais, hein, je veux dire, c'est... Voilà. Mais en fait, non, parce que ce qui se passe, c'est que le mec, il a déjà une meuf et tout, et en plus, ça se passe bien, et puis le mec, c'est un gars sérieux et tout, voilà. Mais ce qui se passe, c'est que sa meuf, il la voit peu, parce qu'en fait, il est toujours en déplacement, parce que son métier, pour le coup, l'emmène à voyager tout le temps, et donc, le mec, il passe sa vie dans un avion. Et à un moment donné, malheureusement, donc spoiler, Ok, d'accord, Vlad. Il va y avoir un problème avec son avion qui va se crasher, le mec va mourir. Et donc là, ce coup-ci, c'est Top Gun. Voilà. Ensuite, le petit surdoué. Tu connais pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. Alors c'est l'histoire d'un gamin qui est HPI, donc haut potentiel intellectuel, hein, voilà, mais version cinéma, quoi. Hein, c'est genre ultra vénère, ultra puissant, ultra doué. Alors là où le film est sympa, c'est assez moderne, c'est que le gamin en question, il a 3 darons, et il n'a pas de maman. Et c'est pas un sujet du film. C'est-à-dire que le film n'est pas là à expliquer ouais, pourquoi est-ce qu'il a 3 darons, où est sa maman, tout ça. Non, c'est une info qu'on nous donne. Comme on nous dirait, il a un papa, une maman, on nous dit ouais, il a 3 darons et tout ça. De ce point de vue-là, le film, je trouve, il est assez moderne. Et voilà, et c'est un peu couillu, quoi, de présenter le truc comme ça. Voilà, mais bon, c'est pas le sujet. Ce gamin, donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va mal se comporter parce que ce qui se passe, c'est qu'il est tellement plus intelligent et tellement hors sol par rapport au reste des gens autour de lui que, du coup, en fait, il est ultra seul, ultra isolé. Et du coup, en fait, ça va être un peu dramatique et ça se termine. Alors, étonnamment, ça se termine un peu comme la soupe aux choux. Alors celui-là, je l'avais pas jusqu'à la fin. C'est à la fin que j'ai repéré ce que c'était. Je l'ai pas vu, hein, je l'ai pas vu dans le chat. C'est donc un personnage qui a 3 darons, qui est très très intelligent, qui est complètement isolé, parce qu'il est complètement déconnecté des autres,
et ça se termine comme un peu comme la soupe aux choux. Vous vous rappelez de la fin de la soupe aux choux ou pas? C'est Jacques Villeray qui embarque la ferme de Louis de Funès pour l'emmener dans l'espace. C'est un gros film. Avengers 2, bravo Delo. C'est l'âge d'Ultron. Ultron qui a comme daron Tony Stark, Bruce Banner et Vision. Enfin, pas Vision, Jarvis, je veux dire. Et à la fin, il soulève carrément toute la ville. Il est très intelligent, il est ultra isolé, déconnecté du reste des gens. Ah bah attendez, on est dans du difficile là. Hein. Ensuite, l'homme qui aimait les fillettes. C'est le titre qui commence bien. Et ça, je me rappelle, j'avais balancé juste le court extrait du truc. Alors c'est un gars, il est pas pédophile. C'est le début, c'est ça. Alors c'est l'histoire d'un gars, il est pas pédophile. C'est le truc qui commence trop bien. Tu connais pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. C'est l'histoire d'un mec, alors qui est pas pédophile, mais qui aime une gamine. Voilà. Mais je précise, il n'est pas pédophile. Hein, voilà. C'est pas Léon. On peut se poser la question quand même. Non, il n'est pas pédophile, mais il aime vraiment une gamine. Voilà, c'est un mec qui manie très bien les armes aussi par ailleurs. Et alors, mais c'est présenté comme Léon. Donc, voilà, il aime une gamine, mais par contre, il a une intrigue amoureuse, une autre intrigue amoureuse avec une adulte, tout ça. C'est-à-dire que le mec, par exemple, il aime beaucoup de porno. Il regarde pas du porno pédophile. Il faut être clair par rapport à ce truc-là, c'est un non-sujet. Parce que la première fois qu'on regarde, on peut se dire quand même, ah, est-ce que c'est pas un sujet? Non, c'est pas un sujet, c'est un non-sujet. En revanche, c'est un film qui parle beaucoup de lui-même, il est assez méta, il parle de cinéma et tout, mais un peu en mode prout-prout, vous savez, genre, je vous parle de politique parce que tout est politique, parce que voilà. Et de ce point de vue-là, c'est tellement un poil caricatural. C'est-à-dire c'est un film qui essaye de se faire passer pour un film de cinéphile, en fait. C'est ça le truc. Et ce qui se passe, c'est que je pense que c'est pas du tout la came des cinéphiles. J'avais oublié la chute. C'est totalement Taxi Driver. C'est totalement... Mais je sais pas si c'est un film de cinéphile. Oh putain. Je suis d'après c'est quoi? Le laisser-passer A38. Ouais, à l'image je l'ai. C'est bon, je sais ce que c'est. Tu connais pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. Alors c'est un jeune normal. J'insiste parce que rien que ça c'est rare. C'est-à-dire que imaginez, faites-vous la liste des films que vous connaissez avec des jeunes, où c'est un jeune qui n'est pas une caricature de genre ouais vas-y, ouais, qu'est-ce que tu veux, y va. C'est pas un jeune non plus enfin, c'est pas un jeune écrit par un vieux, vous voyez ce que je veux dire? C'est un vrai jeune. Merci Thomas. C'est un vrai jeune avec des vrais problèmes de jeune, avec une vraie histoire de jeune. Il a une meuf jeune, avec qui il a une vraie relation de jeune. Il fait des trucs cool de jeune. Le mec, c'est ni un héros, ni le mec le plus populaire de son école, ni le mec le plus nerd. Tout ça, c'est genre un jeune normal. Et c'est cool. Et il va se faire emmerder par l'administration. Ça aussi, c'est assez réaliste, hein, on va pas se mentir. Sauf que alors l'administration, les gens de l'administration qui le font chier, à un moment donné, ils vont se prendre un énorme boucaquet. C'est assez jouissif le truc, voilà. Sinon, à un moment donné, alors pourquoi, j'en sais rien, mais à un moment donné, le jeune se fait attaquer par un genre de dinosaure. Ah, et puis il y a aussi une galerie de personnages assez marrante, notamment il y a un soldat tennisman qui est assez marrant. C'est Wargames. Je suis désolé, dans Wargames, c'est absolument pas un nerd. C'est ok, il est bon avec un ordinateur, mais c'est pas une tête d'ampoule qui est incapable qui est complètement asocial ou je sais pas quoi. C'est un jeune normal qui joue dans une borne d'arcade et puis à un moment donné, il laisse sa partie à un gamin qui était à côté. Et donc, il se fait attaquer effectivement à un moment donné par un ptérodactyle téléguidé. Et le soldat tennisman, c'est au tout début, il y a un soldat qui drague une meuf en lui disant genre voilà, pour faire ton coup droit, en fait, il se met derrière elle, genre il la prend par la hanche, il dit faut que tu bouges les hanches pour faire ton coup droit et ton revers comme ça. Et tout. Je crois même que c'est voulu que ce ne soit pas un nerd, mais un type totalement normal. Mais bien sûr que c'est parfaitement voulu.
Ensuite, au royaume des champignons, épisode 40. Tu connais pas ce film? C'est totalement l'épisode 11 de Crost. Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. Alors c'est l'histoire d'un plombier italien moustachu qui essaye d'aider les gens notamment contre un méchant qui s'appelle... On a une bonne question, et quelqu'un qui dit « Mais attends, le bukake, c'était quoi ?» C'était à la fin, quand le Whopper, donc l'ordinateur, fait les différentes simulations de guerre thermonucléaire globale. Bah, à l'image, voilà. Les gens, balancez pas de réponse quand le truc a commencé depuis 1 seconde. Franchement, c'est relou. C'est l'histoire d'un plombier italien moustachu qui essaye d'aider les gens notamment contre un méchant qui s'appelle... Bowser, je sais plus. Bref. Et donc, notre héros, quand il a des ailes, il peut voler, il peut courir, il peut faire tout un tas de trucs. Et évidemment, il faut qu'il aille sauver une princesse, parce que sinon, c'est même pas un film. Hein. Sinon, voilà. Et de quoi? Un jeu vidéo? Non, je crois pas qu'il y ait eu de jeu vidéo sur ce film. Non, vraiment pas. Et donc, c'était Brésil, dans lequel Robert De Niro joue un plombier italien moustachu. Sachant que dans Brésil, il y a un des méchants, un des agents de l'administration qui s'appelle Dozer. C'est comme ça que j'ai trouvé le lien nickel. Parce qu'il y avait des tuyaux de partout et tout. Et je me suis dit, putain, c'est parfait. C'était juste parfait. Voilà, donc juste quand vous avez la réponse, la balancez pas immédiatement, quoi. C'est vraiment dommage pour ceux qui l'ont pas. J'ai jamais pu aller au bout de Brésil. C'est vraiment dommage. C'est un grand film. C'est un grand film. Brésil tourné à Noisy-le-Grand. Oui, dans le groupe d'immeubles. Là, le fameux immeuble, je sais pas quoi, là. La scène du bureau coupé par la paroi. Ouais, tout est bon dans ce film. Il est un peu what the fuck, hein, mais bon, c'est un Terry Gilliam, hein, je veux dire, c'est comme ça. Donc ensuite, ça vous dit un Pictionary, épisode 42. Donc, pareil les gens, si vous avez déjà la réponse, vous la donnez pas. Si vous pensez trouver la réponse, vous pouvez le tenter. Tu connais pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. C'est un type qui se fait chier et qui, pour tromper son ennui, il a envie d'organiser un jeu avec ses potes. Voilà. Et alors, mais c'est marrant parce que ce qui se passe, c'est que lui, il est prêt à tout. Il est vraiment, genre, le gars, il est surexcité à l'idée de faire ce truc-là. Et alors qu'il va vouloir faire jouer des gens, genre, laissez tomber. Genre, il a un pote, il est ultra timide. Il a un autre, il a peur de se faire mal dès qu'il bouge et tout. Donc voilà, c'est assez vénère. Et en plus, le gars, quand il va réussir finalement à organiser son jeu, en plus, le mec, il a tellement envie de gagner qu'il va tricher comme un sauvage, mais en plus, vénère, quoi. Et en fait, le gars, il va être comme ça. Et puis, au bout d'un moment, comme il va voir que ça donne rien, tout ça, il va finir par lâcher l'affaire, mais complètement, quoi. Et c'est pas beau à voir. Par contre, dans le film, il y a un mec, il est censé ressembler vachement à Schwarzenegger. Moi, je le vois pas. Donc, il ne faut pas que ça vous aide. Hein. Bon, maintenant, le mec qui ressemble à Schwarzenegger, vous savez qui c'est. Vous savez que c'est Danny DeVito, le mec qui ressemble à Schwarzenegger. Mais maintenant, il faut trouver quel film avec Danny DeVito. Sachant que c'est un film dans lequel Danny DeVito, il joue un tout petit rôle. Si je vous dis Randall Patrick McMurphy, est-ce que vous l'avez ou pas? Randall Patrick McMurphy. Brad Dourif. Miss Ratchet. Oh là là, personne. Oh, les gens. Un film de Miloš Forman. Exactement. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Quand il essaye d'organiser une partie de basket. Et puis à la fin... Alors mon frère hyper pointilleux précise que le troisième daron de Ultron, c'est pas Jarvis, mais la pierre de l'esprit dans les faits. Voilà. C'est faux. Alors Randall Patrick McMurphy, c'est le nom du personnage interprété par Jack Nicholson dans le film. Qui en fait, l'histoire, c'est que le pitch, c'est quoi? C'est donc Randall Patrick McMurphy, donc interprété par Jack Nicholson, c'est un violeur qui arrive à plaider la folie pour pas aller en prison et qui se retrouve dans un hôpital psychiatrique. C'est ça l'histoire. C'est un nom qui claque de ouf. Randall Patrick McMurphy. J'ai pas revu le film, hein, mais je me rappelle de ce nom-là.
C'est pas Randall McMurphy, c'est Randall Patrick McMurphy. Ok, on continue. 48, la mégère salement apprivoisée. Celui-là, j'en suis très très fier. Celui-là, j'en suis très très fier. Celui-là, vous savez quoi, je vais le mettre en mode emote pour être sûr que personne balance le nom avant la fin de l'épisode. Tu connais pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. Alors c'est un drame social assez moderne et qui aborde frontalement la question des violences conjugales. C'est-à-dire que l'histoire, clairement, l'histoire qu'on suit, c'est un gars qui tabasse sa femme. Sauf que le film nous présente cette histoire comment? Il nous présente cette histoire comme le gars, c'est un mec bien, qui est travailleur, qui bosse comme un yinche pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Lui, il rêve que d'un truc, c'est de partir en vacances. Et que sa femme, on nous la montre comme une connasse qui branle rien de la journée, qui fait de l'aérobic, qui en plus a un amant et qui se fout de la gueule de son mari. C'est-à-dire que tout est fait pour qu'on se dise « Eh mais cette meuf, c'est une connasse, mais elle mérite d'en prendre une. » Et justement pour qu'on soit amené au moment où il la tabasse à cette question de dire « Est-ce que ça justifie quand même le fait qu'il la tabasse ?» Et la réponse, évidemment, non. Il n'y a rien qui justifie le fait de tabasser sa femme ou son conjoint, hein, je veux dire, de tabasser qui que ce soit. Sachant qu'en plus, c'est-à-dire qu'il n'y va pas de main morte, c'est-à-dire qu'il ne fait pas semblant. C'est pas genre une petite claquounette, genre « Oh là là, tu es une gredine !» Non, non, s'il y va genre « Bam !» C'est, on a 2 doigts de l'homicide, en fait. Et c'est... Et en même temps, le gars, il est dans le déni complet de ce truc-là. C'est c'est assez subversif et c'est bien foutu. C'est un film qui a été, bon, c'est un film qui vient de, c'est un mec, le mec qui a fait ce film, il vient d'un pays nordique en Europe. Putain, je sais plus lequel, un pays où on parle en fruk, genre un pays où on parle comme ça. Et enfin voilà, mais c'est bien foutu, bien foutu. Allez-y. C'est totalement Total Recall. C'est totalement Total Recall. Réalisé par Paul Verhoeven, qui vient donc d'un pays où on parle en fluk-truk. Donc, Paul Verhoeven, hollandais, je crois. Hollandais. Goeiedag. Et ouais, avec Sharon Stone, qui fait de l'aérobic. C'est le film avec la meuf à 3 boobs. Je sais pas pourquoi les gens ont phasé que sur cette image-là. C'est le truc qui est resté. C'est plus du suédois que du hollandais. Non, je suis pas d'accord. Il y a beaucoup moins de re chez les Suédois. Les Suédois, c'est plus du... C'est plus un truc comme ça. Après, peut-être que ce que je faisais pour du hollandais, c'était peut-être genre du danois. 2 semaines. Il y a le 2 semaines et il y a le « tu te casses sur Mars ». C'est qui explique d'ailleurs pourquoi dans Cross, l'épisode sur le film Doom, il dit à un moment donné, les mecs, et donc, ils se cassent sur Mars. La phrase « ils se cassent sur Mars », c'est Total Recall. Mais attendez, il bat sa femme. Bah, en fait, il se passe que sa femme, c'est une espionne. Elle l'espionne et puis elle essaye de le tuer. Et donc, il se bat avec elle. Il finit d'ailleurs par la buter à la fin. Considère ça comme un divorce. Exactement, je l'avais oublié, ça. Épisode d'après, 50. Introspection finale. Je vais remettre... Alors oui, alors juste pour les gens qui voudraient savoir, si vous voulez que je spoil complètement Total Recall, le film des années 90, hein, donc c'est évidemment, parce que la question qui se pose, c'est est-ce que tout ça n'est pas dans sa tête ou est-ce que c'est la réalité? Évidemment, tout ça est dans sa tête, c'est absolument pas la réalité. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que avant de subir le truc du Total Recall, quand on lui demande à vous, la meuf que vous voulez rencontrer, vous voulez que ce soit une blonde, une brune, etc. Et il dit une brune, athlétique, tout ça. Et on voit sur l'écran de contrôle du gars, de l'opérateur, on voit la tête de la meuf qui ensuite... voilà. Donc c'est bien dans sa tête. Est-ce une ref à Cobra surtout? Non, c'est d'après un bouquin de Philippe K. Dick d'ailleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la version avec Colin Farrell, donc qui est plus récente, qui est pas ouf, en fait, est une meilleure adaptation du livre. Parce que dans le livre, si je vous dis par exemple, dans le livre Total Recall, Total Recall, il y a strictement rien qui se passe sur Mars. Personne ne quitte la planète. En revanche, ils prennent effectivement un ascenseur pour aller à l'autre bout de la planète où vivent les pauvres qui travaillent.
Il y a le mec qui vient dans sa chambre aussi qui lui raconte toute la fin du film. Tout à fait. C'est pas Cobra qui se référence à Total Recall. Cobra date d'avant la sortie de Total Recall. Les gens, vous savez, il y a aussi des fois des idées qui circulent. Peut-être que Cobra se référence au livre de Philippe K. Dick, c'est possible. Mais voilà. Tu as fait Vanilla Sky en devinette? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Une bonne adaptation ne fait pas un bon film, tout à fait. Donc le reboot de Total Recall est plus fidèle au livre, oui. Mais c'est un moins bon film d'un point de vue de ce que c'est qu'un film. D'ailleurs, c'est le Total Recall avec Schwarzenegger, je sais dire que c'est Paul Verhoeven qui l'a réalisé. Celui de le reboot, enfin le remake, c'est pas un reboot, c'est un remake. Je ne sais pas qui l'a réalisé. Exactement comme Le Prix du Danger, Running Man. Le film Running Man n'a rien à voir avec le livre de Richard Bachman, donc de Stephen King. Et Le Prix du Danger, je crois qu'il est sorti avant le livre de Richard Bachman. Il me semble. Bref. Introspection finale, épisode 50. Imotenli. Tu connais pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. Alors c'est un film assez chez père, genre cinémathèque, tu vois. C'est un film en fait où on va avoir deux personnages principaux, deux antagonistes entre eux, hein, ils sont antagonistes, il y en a un qui est protagoniste, l'autre antagoniste. Donc vous avez compris, si je dis que c'est un film qui est chez père cinémathèque, c'est que c'est sans doute pas du tout le cas. Antagonistes entre eux, voilà. Et c'est des personnes en fait qui... C'est-à-dire qu'on sent que dans leur parcours, en fait, elles essayent de comprendre, de donner du sens à qui elles sont elles-mêmes et qu'elles ont besoin de l'autre pour trouver ce sens-là. Et c'est assez marrant parce que ce qui se passe, c'est qu'ils sont vraiment confrontés à des problèmes qui sont ultra classiques. C'est-à-dire qu'il y en a un, il a l'impression que sa vie c'est de la merde, mais que s'il changeait absolument tout, genre s'il partait, qu'il allait vivre ailleurs, tout ça, sa vie d'un coup serait géniale. Et l'autre, il se dit qu'en fait, s'il avait simplement une promotion, en fait, sa vie deviendrait géniale. Alors non, pas du tout. Alors après, ce qui se passe, c'est que nous, on en apprend plus sur les personnages grâce à des flashbacks. Bon, voilà, c'est assez éculé comme méthode, mais ça fonctionne, hein, voilà. Et alors là où c'est intéressant, parce que ce qui se passe, c'est que donc, ces personnages, pour réussir à avancer, il va falloir qu'ils touchent le fond, hein, qu'ils descendent, quoi, hein. Et donc, il y en a un, il va être soufflé par des événements qui vont lui tomber dessus. L'autre, il va quasi volontairement s'enfermer pour que les deux ils soient vraiment au fond du gouffre. Et à partir de là, ça va leur permettre de rebondir et de leur donner de l'élan. Mais ce qui est intéressant, je disais, c'est qu'en fait, chacun, et ça c'est assez classique, chacun va avoir besoin de l'aide de sa famille pour avancer. Jusque-là, c'est classique. Sauf que là, c'est chacun va avoir besoin de l'aide de la famille de l'autre pour avancer. Et de ce point de vue-là, c'est bien foutu. De ce point de vue-là, c'est assez bien foutu. Mais c'est un film qui est perché. Voilà, c'est un film d'auteur. C'est pas un truc grand public. D'ailleurs, il y a même des trucs qui m'échappent. Moi, par exemple, il y a un des personnages, il fait des facepalms chelous. Vous voyez le facepalm, genre voilà. Bah, lui, il fait des facepalms chelous. Et ça arrive 4-5 fois dans le film, donc c'est pas un hasard. Et j'ai pas encore réussi à comprendre ce que ça symbolise. Ah, vous l'avez celui-là. Celui-là, vous l'avez. Oui, voilà. Volte-face. Ah, les infiltrés, c'était pas mal, mais c'est volte-face. Où ils ont besoin de la famille de l'autre. L'autre, il fait comme ça avec sa main, là, qui fait comme ça au gamin. C'était volte-face, voilà, c'est un film cinémathèque. Un film un peu perché. Qui est pas trop grand public. Un film d'auteur. Tu connais pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. Alors c'est un film choral en fait où il y a plein de personnages. Donc on a un fleuriste, un photographe. Oui, c'est bon. C'est bon, je l'ai. Un mec qui fait du hip-hop, tout ça. Et c'est des gens qui vont être amenés à bosser ensemble, à construire un truc ensemble. Alors c'est bien foutu. Bon, clairement c'est un film qui parle de la tolérance, du fait de s'accepter les uns les autres. Jamais vous l'avez celui-là. Quelles que soient nos origines, quels que soient nos parcours. Voilà. Là où c'est pas mal foutu, c'est que ça s'inscrit à un moment de l'histoire aux États-Unis où il y avait pas mal d'émeutes. Et donc, c'est-à-dire que dans le film, on les voit, les émeutes et tout. Et on voit comment chaque personne réagit face à ces émeutes-là. Putain, mais direct Du fait de qui il est, de son parcours, et du fait de tout le parcours qu'il a suivi avec les autres personnes, justement de ce qu'ils ont construit ensemble. Et voilà, après, ça va pas non plus... ça casse pas non plus des briques, hein, je vois pas, voilà. Mais il y a quand même un truc qui est notable. Alors, je vais mettre des grosses guillemets, des pincettes hein, pour tout ça. Hightower. C'est que pour l'époque où le film est sorti,
C'est-à-dire qu'on a quand même des personnages dedans qui se révèlent Ah oui. être des homosexuels. Mais c'est-à-dire que c'est des gens qui refoulaient, qui étaient dans le déni eux-mêmes d'être homosexuels et qui finissent par admettre le fait qu'ils sont homosexuels. Et Au Blue Oyster c'est pas Bar. très bien amené. C'est pas très bien amené. Non, Mais pour l'époque, je trouve que c'est déjà pas mal. c'est vrai. Pour l'époque où le film est sorti, franchement, je trouve que c'est déjà pas mal. Parce que c'est assez rare d'aborder cette question-là sous cet angle-là C'est vrai. de l'homosexuel qui refuse d'admettre qu'il est homosexuel. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas amené non plus super finement. Non. Mais pour l'époque, c'est pas mal. Avec cette musique quand il rentre. Pa-pa-ra-pa-pa-pa. Évidemment, le coup du pupitre, 2 fois dans le film. Police Academy, bravo. Le résumé qui fait penser à un blockbuster, mais en fait, non. Ah bah, si. Plutôt un blockbuster, Police Academy. Il y en a quand même eu 7 des Police Academy. 7 ou 8, je crois. 7. Je les ai les 7. Le 1 est bien, même si ça vieillit. Hein, ça vieillit maintenant, c'est un peu naze, mais voilà. Ça. Le 2, ça va. Le 3 est nul. Le 4 est nul, mais il y a Sharon Stone dedans, c'est marrant. Et 5, 6, 7, c'est une catastrophe, il n'y a plus Mahoney. Si vous voulez que je vous dise, il n'y a plus Mahoney. C'est pas la peine de faire des Police Academy sans Mahoney. Soyez pas con. Voilà, donc c'était Police Academy. Ensuite, le chaos des petites gens. Alors, c'est dans lequel il y a Z à partir du 2. Mais il est dans le 4 aussi. Le chaos des petites gens. Celui-là, je mets en émote only. Tu connais pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. C'est un film qui est assez intéressant sur les petits métiers auxquels on pense jamais, mais qui, s'ils n'existaient plus ou s'ils marchaient plus, ben, tout irait de travers. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, un serrurier, un chauffeur de taxi, une bibliothécaire et tout, qui d'un coup font plus leur boulot normalement. Et alors le pourquoi, c'est une question qui est posée dans le film, si vous voulez, mais en tout cas, ils font plus. Et du fait qu'ils font plus leur boulot normalement, tout part en yuck. Mais genre vénère. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, on voit émerger 2 écoles de pensée. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui veulent résoudre le problème d'une certaine manière, ceux qui veulent résoudre le problème de l'autre manière, et du fait qu'ils s'affrontent, en fait, personne n'avance. Et à la fin, il y a un des personnages qui arrive à éviter de justesse un énorme boucaquet. Et du coup, ça se termine plutôt bien. Celui-là, c'est possible que vous l'ayez. Ouais, c'est bon, vous l'avez. Ouais, voilà, c'est totalement SOS Fantôme. Le 1, hein, bien sûr. Ok, bon, on passe au suivant. Triple course au MacGuffin. Putain, celui-là, je suis plus sûr de me rappeler. Celui-là, je suis pas sûr de me rappeler de ce que c'est. On va voir, ça va être drôle. Tu connais pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. Alors, on suit 3 gars qui courent après un machin, un genre de boîte, enfin genre un MacGuffin, voilà. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez ce que c'est un MacGuffin, c'est-à-dire qu'en fait, ils courent tous après le même truc. Et en fait, on dit un MacGuffin, c'est pour dire on s'en fout de ce que c'est. Ce qui est important, c'est qu'ils courent tous après, voilà. Et les 3 gars se connaissent pas, c'est quasiment impossible. Hein, sauf le 3e qui a déjà vu le 2e. Et le 2e qui sait que le 3e, il va aussi. Enfin bref, voilà. Mais, alors, c'est un film qui n'est pas verbeux, d'accord? Il n'y a pas énormément d'échanges, mais justement parce que ça permet de laisser la place à de l'action. Il y a notamment à un moment donné un sauvetage ultra vénère, alors qu'un personnage est poursuivi par un tueur implacable et qui est là, mais on suffoque tellement on est en apnée devant ce truc-là. Et le 3e personnage, il voit des trucs chelous en plus, hein. Et du coup, ça nous interroge sur est-ce qu'on veut, qui on veut voir arriver à ce MacGuffin. Et voilà. Et je suis même pas sûr que... Bon, si vous voulez, ce film, c'est en fait, c'est pas si différent d'un film genre Tomb Raider, quoi. Mais bon, c'est mieux filmé. C'est un peu mieux filmé. Oui. Mais en même temps... Après, Tomb Raider, c'était manichéen, c'est-à-dire qu'on savait, voilà, Lara Croft était la gentille, on savait qui était le méchant en face. Voilà. Là, c'est plus diffus. On sait pas trop qui est gentil, qui est pas gentil, tout ça. Et c'est ouais, c'est intéressant. Waouh, je l'ai plus. Ah.
C'est pas Le Bon, la Vérité et le Truand, c'est pas Les Dernières Croisades, c'est pas Stalker, c'est pas Abyss, c'est pas Les Dernières Croisades, c'est pas Memento, c'est pas Predator, c'est pas Rogue One, c'est pas O Brother, c'est pas Diamant Vert, c'est pas le Diamant du Nil non plus, c'est pas Cité de la Peur, c'est pas No Country for All Men, c'est pas Mad Max. De mémoire, quand je dis que les trois se connaissent pas, c'est de mémoire, le premier des trois mecs, enfin des trois personnages, ça se passe avant. Genre, mais limite des siècles avant. Et quand je dis on est en apnée, tellement je crois que les mots sont choisis exprès. C'est parce qu'effectivement, on est dans une situation qui est étouffante. Highlander, non. Bonne histoire de GTA 5, non. Benjamin Gates, non. Terminator 2, non. Non. Cloud9, non. Sphère, non. C'est terrible parce que je me rappelle plus. Ah, merde. La Fontaine, non. La Fontaine. Attendez. Est-ce que ça pourrait être La Fontaine? Faut que je vois l'image. C'est la première, là. Celle du haut. Cliffhanger, non. Ah! C'est bon, je l'ai. Bravo, Doc Galad, c'est 2001. C'est totalement 2001. On va se le réécouter. Donc, Paraît-il que je raconte voilà. Regardez, vous allez voir. mal. C'est l'histoire d'un type qui fait des pranks, mais qui fait des pranks d'un niveau... Non, c'est pas ça. Ça, c'est les pranks. Voilà. Ok. Un genre de boîte, enfin genre un MacGuffin, voilà. Voilà. Donc, le MacGuffin, ça vient de Hitchcock, je crois. vous voyez ce que c'est un MacGuffin, c'est-à-dire qu'en fait ils courent tous après le même truc. Et donc là, c'est le monolithe. Pour dire on s'en fout de ce que c'est. Et donc le premier, c'est le singe. Et les trois gars se connaissent pas, c'est quasiment impossible. Hein. Sauf le troisième qui a déjà vu le deuxième. Le troisième a vu le deuxième. Le deuxième sait que le troisième est parti le chercher. Et le deuxième qui sait que le troisième, il va aussi. Enfin bref, voilà. Mais alors, c'est un film qui est pas verbeux, d'accord? Voilà, j'aurais dû me retrouver avec ça. Parce que les premiers mots, c'est au bout de 40 minutes. Et c'est nous y voilà, monsieur. Il n'y a pas énormément d'échanges. Mais justement, parce que ça permet de laisser la place à de l'action. Il y a notamment à un moment donné un sauvetage. Ça permet de laisser la place à l'action. Et le sauvetage vénère, effectivement, c'est quand il y a le premier des deux astronautes à la fin qui se retrouve dégagé. Et que l'autre va essayer de le sauver. Ultra vénère. Alors qu'un personnage est poursuivi par un tueur implacable et qui est là, mais c'est mon suffoque tellement on est en apnée devant. Et on suffoque, on est en apnée parce que quand il veut re-rentrer dans le vaisseau, il n'a pas son casque. Devant ce truc-là. Et le troisième personnage, il voit des trucs chelous en plus. Hein. Il voit des trucs chelous quand il rentre dans le monolithe. Du coup... Ok, c'est ça, c'est 2001. Waouh, putain. Par exemple, 2001 est une mauvaise adaptation, mais un excellent film. Ce que tu dis n'a aucun sens, Lad. Ça n'a aucun sens. 2001, le livre et le film ont été écrits en parallèle par les mêmes personnes. Le scénario de 2001 a été écrit sous la direction de Stanley Kubrick, bien sûr, par Arthur Clarke, en même temps, en parallèle de l'écriture du livre. Et pour le coup, moi qui ai lu le livre et qui ai vu le film, c'est une excellente adaptation du livre. C'est la suite qui est mauvaise. Non, je suis pas d'accord. 2010, c'est un bon film. Mais c'est pas du tout du même niveau. C'est pas du tout du même niveau. Mais c'est un bon film, 2010. Bref. Et effectivement, je suis moi aussi désolé qu'il n'y ait pas eu 2061 et 3001. On s'ennuie beaucoup plus devant le film que devant le livre. Ah bah Arthur Clarke, il écrit plus grand public, on va dire. 2012 par contre, c'est une chute de merde. Ok, pas mal.
Dans le livre, c'est autour d'un satellite de Saturne. Dans le film, c'est Jupiter. Oui. Mais à partir de 2010, dans le livre, c'est Europe. 2010, c'est bien Jupiter qui est transformé en soleil, et Europe sur laquelle la vie se développe. Bref. Épisode suivant, 66, les traumatismes de la guerre. Tu connais pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. Alors c'est une histoire un peu dure. Sur un mec je suis pas prof, Papyrox. Papyrox. La guerre de Corée ou du Vietnam, je sais pas trop. Mais c'est, à mon avis, ils le disent même pas dans le film, mais c'est sûr que c'est une de ces guerres-là. Celui-là, j'adore. Cette époque-là, puisque ça se passe quelques années après, quand le gars est donc un vétéran, et que maintenant il est chauffeur de taxi, et ça se passe globalement fin des années 70, début des années 80, par là. Voilà. Et donc le gars, en fait, il vit avec énormément de traumatismes causés par la guerre. Donc il est en plein PTSD, vous savez, en plein trouble de stress post-traumatique, ou stress de trouble post-traumatique, je ne suis pas sûr. Enfin, vous avez compris. Enfin, le mec, il vit avec des traumatismes, voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir plein de flashbacks qui vont nous permettre de comprendre tout le parcours de cette personne, de comprendre comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Donc, alors notamment, voilà, donc on comprend assez vite qu'il se sent responsable de la mort de pas mal de ses frères d'armes. D'ailleurs, il va même passer au tribunal pour ça, un cour martial et tout, mais il va être innocenté, c'est-à-dire que ça va être clair et net. Oui, voilà, vous étiez là, vous n'êtes pas responsable, vous n'auriez rien pu faire pour les aider, éventuellement vous seriez juste mort avec eux. Donc voilà, sauf que l'autre, même après avoir entendu ça, il se sent quand même coupable, à tel point qu'il commence à avoir des problèmes genre d'alcool, hein, il sombre dans l'alcool, et il était avec une meuf à ce moment-là, et ben ça se termine mal, et justement, donc ça c'était dans les flashbacks, et justement, ce qui se passe, c'est que là, il essaye de renouer avec cette meuf. Et alors, je ne vais pas vous spoiler l'histoire, mais ça va se terminer, le mec va finir en hôpital psychiatrique. Voilà. Mais, pas dans ce film. C'est dans le lore, en fait, que le mec finit en hôpital psychiatrique. Mais c'est dans le lore canon, donc voilà, c'est ça. Le lore canon. Bon, vous l'avez celui-là. Non, Captain America, non. L'échelle de Jacob, non. Je crois l'avoir vu passer. Oui, sans sucre. C'est y a-t-il un pilote dans l'avion? C'était y a-t-il un pilote dans l'avion? Épisode suivant, on avance. 70, mes meilleurs copains. Tu connais pas ce film? J'ai répondu Papyrox, non, je suis pas prof. Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. Alors c'est une comédie romantique sur... c'est assez classique. Hein. Est-ce qu'il y a un lore de y a-t-il un pilote? Bah il y a une suite. Après on peut discuter de savoir si c'est canon ou pas parce que ça n'a pas été réalisé par les mêmes réalisateurs. Bref. C'est un gars qui essaie de reconquérir son ex, qui aujourd'hui sort avec un autre mec. Voilà. Et évidemment, comme c'est un film américain, c'est-à-dire que le gars qui essaie de reconquérir son ex, en fait, c'est un mec qui est gentil, qui est adorable, qui est Écoutez bien celui-là, qui est tout ça. Et le mec actuel de la meuf, en fait, c'est un énorme connard, mais elle le sait pas où elle est dans le déni, peu importe. Voilà. Et donc, pour ça, il va se faire aider d'un pote qui, d'ailleurs, est pote avec le mec qui fait Venom dans l'autre film. Et voilà. Et sauf que le pote, en fait, à la base, il sait pas qu'il va l'aider pour ça. Et il dit, attends, moi, je me mêle pas de tes histoires de Hulk. Celui-là est tordu. Ça me concerne pas. Et voilà. Et puis l'autre, il lui dit quand même, attends, moi j'ai toujours été là pour toi, même quand tu avais tes problèmes de boulimie, parce que l'autre, il est un peu boulimique. Voilà. Et il dit, ah, mets pas ça sur le tapis, tout ça. Et donc, il fait intervenir aussi d'autres potes. Et alors pareil, c'est les autres potes en fait qui sont là pour rendre un service, mais en fait ils s'en foutent de la meuf ou pas la meuf, voilà. Et il y en a un à un moment donné, il a des ballons, alors il y en a un autre qui se fout de sa gueule. Et alors c'est marrant parce que je réfléchis d'ailleurs, c'est celui-là, le ouais, il y a quand même 3 acteurs de ce film qui jouent les 3 dans un autre film qui est putain comment il s'appelle? Ah ça va m'énerver, je connais que ce film. Ah putain. Mais le fermier là qui voyage dans toute la galaxie pour sauver les gens là. Ah. Bref, bah, y a 3 acteurs qui jouent dans ce film-là et qui jouent dans l'autre film. Voilà. Et c'est cool. Celui-là, je suis pas peu fier. Bon, vous allez peut-être trouver pour d'autres raisons, mais on va détailler celui-là. C'est totalement Ocean's 11. Et le film en question du fermier qui traverse la galaxie pour sauver des gens, c'est Interstellar. C'est pas Star Wars. C'est Interstellar. Interstellar dans lequel il y a Topher Grace, Casey Affleck et Matt Damon qui jouent les 3 dans Ocean's 11.
Topher Grace qui fait son propre rôle. Au début, quand Brad Pitt joue au poker avec des acteurs, c'est un des acteurs autour de la table. Et le personnage qui est boulimique, c'est Brad Pitt qui arrête pas de bouffer. Il est tout le temps. À chaque plan, il est en train de bouffer, mais dans tous ses films, de toute façon, il est toujours en train de bouffer. Voilà. Donc celui-là, il était bien tordu comme il fallait. J'aimais bien. Celui-là, je l'aimais bien en difficile, où il n'y avait aucune place pour les commentaires nulle part. Je trouvais ça marrant. Épisode 74, le droit d'exister malgré tout. Topher Grace dans Interstellar, oui, tout à fait. C'est le copain de Murph qui va ausculter le fils du frère de Murph. Ouais, c'est le mec de Murph. Quand ils sont adultes. Et c'est celui qui faisait Venom. D'ailleurs, si vous l'avez pas capté, le frère de Murph dans Interstellar, quand ils sont enfants, c'est Timothée Chalamet. Il y a plein de gens qui sont passés à côté. Voilà. Non, Tom Hardy, c'est l'autre Venom. C'est le bon Venom. Bref, épisode 74, le droit d'exister malgré tout, et je vous repasse en Nemo Tandy. Tu connais pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. Alors, c'est une histoire pas d'amour, plutôt on va dire d'amitié profonde et sincère, entre un mec et une nana qui est beaucoup plus âgée. Alors, c'est pas Harold et Maude, vous voyez, je veux dire, c'est pas une histoire d'amour. Mais ce qui est marrant, c'est donc les deux, ils sont handicapés. Et donc, ils vivent ensemble comme un vieux couple. Et alors, du coup, c'est hyper marrant parce qu'on entend la meuf, la vieille, là, qui parle de façon hyper détendaxe, qui parle comme une jeune. Donc, c'est toujours un peu rigolo, voilà. Mais ce qui se passe, donc le mec, en fait, il est handicapé, mais parce qu'à la base, le mec était surtout malade. Et justement, à cause de sa maladie, il a gardé comme séquelle tous ses handicaps. Et ce qui se passe, c'est qu'il a honte. Il a honte de tous ses handicaps, donc il se cloître plus ou moins. Il y a juste éventuellement un de ses vieux potes avec qui il peut passer un peu de temps. Il y a un pote qui a un comic relief en plus, donc il a des super punchlines, il se fout de sa gueule en permanence, mais c'est hyper sympa. On sent que c'est des vrais potes. Voilà. Et à côté de ça, il voit aussi un autre couple, mais qui est un couple chelou, où il y a aussi une différence d'âge de ouf, mais inversée. En fait, c'est la meuf qui est jeune avec le mec qui est plus vieux. Ce qui est plus classique, hein, sans doute, mais enfin, ça ne fait pas un truc mieux nécessairement. Mais du coup, là, je me demande, maintenant que je le dis, je me demande si c'est pas fait pour faire un genre de miroir, justement, où il se reflèterait dans le gars de l'autre couple, en fait, quelque part. Et c'est... ouais, il y a peut-être une idée comme ça. Il y a peut-être une idée comme ça. C'est peut-être pas mal, ça. Ouais. Oh, celui-là, c'est facile. Ouais, c'est Deadpool. Ah, pub pendant la vidéo. Ah merde, je suis désolé. C'était totalement Deadpool. Voilà. Bon, celui-là était facile, hein. Je vous ai dit, c'est pas nécessairement plus difficile hein, quand c'est un épisode difficile. C'est juste qu'il n'y a pas de commentaires, donc on n'a pas l'assurance d'avoir la bonne réponse. Ensuite, le 75. Enquête en profondeur. Attendez, parce que le titre, c'est Enquête en profondeur, épisode 2. Et là, je me rappelle pas pourquoi. Tu connais pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. Et il en reste genre 5. Alors hein. on suit deux gars qui font une enquête criminelle. Alors c'est marrant parce que ces deux gars, ils ont fait un autre film où c'est quasiment les mêmes personnages. Oui, voilà, ok. C'est pas les mêmes personnages, pour ça. Ils n'ont pas le même nom ni rien. Mais enfin, tout ça pour dire, ils font une enquête, hein, pareil. Tout ça pour dire, c'est un duo qui marche bien, voilà. Et donc ils font une enquête criminelle, mais c'est pas une enquête à la con, à la Hollywood, genre où d'un coup il y a des poursuites de bagnole et les mecs se tirent dessus. C'est un truc qui se veut ultra réaliste. Et c'est par exemple, c'est typiquement le genre d'enquête où à un moment donné, ils vont éplucher 5000 factures, comme ça, et une note de frais, je sais pas quoi, jusqu'à trouver une en disant « Tiens, voilà, ça c'est la note de frais qui prouve que tel mec était à tel endroit, tel jour, alors qu'il nous a dit qu'il était ailleurs. » Et que c'est comme ça que l'enquête avance. Alors, je me rends compte que comme ça a l'air lent et chiant ce que je raconte, mais pas du tout, c'est hyper captivant en fait. C'est un peu compliqué, il ne faut pas dormir. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnages, plein de trucs. C'est très réaliste, donc il y a plein de subtilités dans l'enquête. Voilà. Et alors, bon, après, ça c'est Hollywood qui fait son Hollywood. Il y a quelques années, ils ont demandé à une espèce de yes man de faire un prequel ou un reboot ou un machin de ce film-là, parce que ce film avait eu quand même son petit succès. Et donc, effectivement, le yes man en question, il a décidé de faire un prequel.
avec aucun des acteurs en commun. Et c'est... Alors je dis pas, le film n'est pas mauvais, hein, mais voilà, c'est pas du tout la même chose. Mais par contre, c'est vrai que ce film-là, ce prequel, se termine là où commence l'autre. Voilà. Alors, non, 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 non. Putain, vous l'avez pas? Ah voilà, Jean Bambois qui l'a. C'est les hommes du président. Et je dis, c'est un duo qu'on avait déjà vu dans un autre film, ça se voit la classe américaine. Et donc le Yes Man qui a fait le prequel, c'est Steven Spielberg qui a fait les papiers du Pentagone. Qui est le prequel des hommes du président. C'est un super film, les hommes du président, de Alan J. Pakula. Cinéma Vérité, très très bon film. Avec Dustin Hoffman et Robert Redford. Et c'est de ce film-là que viennent quasiment toutes les images de Peter et Steven dans la classe américaine. Et donc le 74, c'était Deadpool. Voilà. Et donc Steven Spielberg en Yes Man, je trouvais magnifique comme troll. Ça doit être les burgers. Moi, tu vois, c'est... je veux être célèbre pour pouvoir manger ce que je veux et niquer des meufs. Et niquer des gonzesses. Ah, pour les gonzesses, je comprends, mais pour la bouffe, tu parles de quoi? Moi, je veux manger des Wish, tu vois. Des Wish? Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on dit quiche. Non, non, c'est des Wish Lorraine. Alors, d'une, tu poses celui d'exercice isométrique tout de suite. C'est la phrase parfaite. Épisode 80, confinement extrême. Tu connais pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. C'est une meuf qui est enfermée, une meuf assez jeune qui est enfermée. Mais vraiment, elle est cloîtrée, quoi. Elle est prisonnière parce que ses parents, parce que c'est des cons, j'imagine. Voilà, on sait pas trop, on sait pas où ça se passe, on sait pas là. Et ce qui se passe, c'est que le seul moyen qu'elle a de communiquer avec l'extérieur, c'est en visio, c'est via des vidéos, quoi. Et du coup, le truc, c'est que quand quelqu'un arrive à avoir un message qui vient d'elle, alors ok, il peut passer, des fois il y en a, ils osent complètement le truc, mais sinon, éventuellement, ils peuvent passer quelques jours à essayer de comprendre, mais c'est qui cette meuf, d'où elle vient, où est-ce qu'elle vit, comment est-ce qu'on peut l'aider, tout ça. Mais en général, après quelques jours, tout est fini, puis ça passe à autre chose, quoi. Et donc, c'est un peu comme un chat roulette, c'est-à-dire qu'à chaque fois, elle ne sait jamais sur qui elle va tomber. Et du coup, pendant tout le film, on se demande, on se dit, mais est-ce qu'elle va finir par tomber sur quelqu'un qui va pouvoir l'aider et qui va pouvoir aller la libérer éventuellement? Est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Et voilà. Et non, c'est bien foutu. En fait, je raconte bien, en fait, celui-là. Celui-là, je le raconte bien. C'est prenant comme film. Celui-là, je le raconte plutôt bien. D'ailleurs, vous l'avez. Voilà, The Ring, évidemment que vous l'avez. Il était bien raconté, celui-là. Épisode 84, Cyborg parental. Oh oui, celui-là. Celui-là, il est parfait. Celui-là, je coupe tout de suite. Allez, on est parti. Celui-là, je suis très fier de moi. Tu connais pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. C'est l'histoire d'un mec qui recherche son fils, mais comme il n'a pas les moyens, il décide de devenir une machine à mi-temps pour gagner de l'argent. Voilà. Alors, et son fils n'a pas envie de le voir, son fils il fait le show et tout, il se prend pour Rambo et tout, il est là genre ouais, vas-y, j'ai pas envie de te parler, tout ça, connard et tout. Et le rep il est assez bourru quand même, donc quand il le retrouve, il l'attrape et tout. Et là on se rend compte que le fils en fait c'est une victime, quoi. C'est-à-dire qu'il faisait le beau comme ça, mais en vrai il n'y a rien. Mais tu sais, c'est un fragile, mais c'est pas méchant quand je dis c'est un fragile, c'est humainement il est fragile comme ça. Et donc, ce qui se passe c'est qu'ils vont se mettre à faire des trucs illégaux ensemble, parce qu'apparemment dans la tête du réalisateur, c'est un bon moyen de mettre en place le fait qu'il y ait une relation père-fils. Réalisateur, c'est un grand mot. Qui se crée, voilà. Donc, voilà. Et puis à la fin, quand même, pour gagner de l'argent, parce qu'ils ont quand même besoin d'avoir de l'argent, et ben le père, il décide de redevenir une machine à mi-temps, enfin à temps partiel en gros, juste le temps de gagner de l'argent. Et voilà. Alors, vous l'avez ou pas? Over the top. Sombre larmes et Alt Control Sub qui l'ont. Over the top. Effectivement, ce film où Stallone fait des combats de bras de fer, fait des championnats de bras de fer, et où il explique que quand il retourne sa casquette, comme ça vers l'arrière, il devient comme une machine. Ce film, cette production Golan Globus de merde. Je l'ai vu au cinéma, celui-là. Au cinéma. Attendez.
Ce film est nul. D'un bout à l'autre, y'a rien. Y'a rien. Genre, le moment où il devient un peu pote avec son fils, eh ben, c'est quand il fait conduire son fils qui conduit un camion, genre 35 tonnes, son fils il a 12 ans. Genre, mais ce film il est nul. Y'a rien. Ils font la prise de pouce. Comme ça. Genre, c'était tellement nul. Mais Golan, moi j'adore les films Golan Globus Delta Force, je l'ai vu 3000 fois. La musique de Delta Force était super. Avec Chuck Norris. Franchement. Superman, c'était pas un Golan Globus au final. Non. Non, c'est le Superman 4 qui est peut-être un Golan Globus. Peut-être. Le 3 et le 4. Les deux premiers, c'est Salkind. Le 4, c'est sûr. Le 3, peut-être. Non, le 3, il y avait dedans, il y avait Richard Pryor, il a dû coûter de l'argent quand même. Il y avait aussi Roger Vaughn qui a dû coûter de l'argent. Donc, ce Golan Globus, c'était vraiment du genre à mettre... quoi que je me dirais, il y avait Gene Hackman quand même dans le 4. C'est quoi la musique à la fin de chaque vidéo? Elle est géniale. C'est une musique que j'ai trouvée sur la bibliothèque des musiques YouTube. Ça s'appelle Immortal et c'est d'un groupe qui s'appelle, je crois, Flexen ou un truc comme ça. Nefex, voilà. C'est comme Netflix, mais genre quand tu parles pas bien. Genre Gad Elmaleh qui dirait Netflix. Netflix, Nefex. Voilà. Mais Golan Globus, c'est un grand moment du cinéma américain, comme Roger Corman, comme Andrew Vajna, enfin voilà. Libre de droit. C'est tout à fait, voilà. Donc ensuite, on a bientôt fini, on est au 89. Celui-là, il est très facile. À la ferme ta gueule. Celui-là, il est très facile. J'ai même pas besoin de mettre en emoton de livre. Vous allez tout de suite capter. Tu connais C'est de mémoire, c'était Menachem Golan et Yoram Globus. pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. Alors celui-là, j'ai hésité à le mettre parce que c'est un vieux film, donc je sais pas s'il est suffisamment connu. On va voir. Hein. Voilà. Donc c'est un film, en fait, c'est des gens qui vivent dans une ferme et alors c'est marrant parce que là où c'est pas mal foutu, c'est que c'est un film qui alors l'histoire est romancée, hein, c'est une histoire, c'est une fiction, mais qui s'inscrit dans la vraie histoire avec un grand H. Voilà. Et donc ça permet d'avoir une petite histoire qui raconte la grande histoire. Et donc ça se passe dans une ferme et c'est donc des gens qui vivent dans une ferme, qui bossent dans cette ferme, puis à un moment donné, ils vont se faire virer de la ferme justement pour des raisons historiques, à cause des événements historiques qui se passent autour. Et ils vont passer en gros toute l'histoire à essayer de retourner là-bas. Et quand enfin ils ont la possibilité de revenir, eh ben, l'endroit a été détruit. Et donc ils vont aller aux putes pour chercher de l'aide. Et ils vont trouver de l'aide, ils vont pouvoir faire reconstruire la ferme quasiment à l'identique. Et voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est un film qui, à l'époque, a sans doute été considéré comme un film assez inclusif avec les minorités. Oui, c'était autant n'emporte le vent. C'était autant n'emporte le vent. Les maîtres de l'univers avec Lundgren, oui, putain, Golan Globus. Avec Courtney Cox, qui devait avoir, je sais pas, 18 piges dedans. C'était à l'époque, moi j'étais totalement amoureux d'elle dans ça et dans Superminds. On était des cow-boys, on vivait à la ferme. À la ferme, ta gueule, pauvre con, tu vois pas que je parle? Épisode 98, il en reste plus que 3. Hein. Investigation profonde. Alors celui-là, c'est un kiff perso. Grand film. Tu connais pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. Alors cette histoire, elle est pas mal parce que c'est une enquête journalistique sur un milieu underground. Et alors la journaliste, en fait, ce qui se passe, c'est que donc elle doit infiltrer ce milieu underground et elle n'arrive pas. Et ce qui se passe, c'est qu'elle va aller quasiment jusqu'à se prostituer pour pouvoir intégrer ce milieu. Ce qui montre la détermination de la meuf. Et elle va voir, en fait, ce qui se passe, c'est parce qu'elle va avoir rencontré des gens qui sont plus ou moins liés à ce milieu. Elle va voir qu'il y en a un qui a ça de se faire buter et que du coup, il y a un autre qui veut le venger. Et la question, c'est qu'elle est confrontée à un problème, c'est que est-ce que la journaliste qu'elle est doit simplement accepter de voir ce qui se passe et de relater les faits, ou bien est-ce que l'être humain qu'elle est doit intervenir pour peut-être essayer d'empêcher l'autre de se faire buter ou voilà.
parce que la situation devient tendue, c'est dangereux, quoi. Et du coup, elle va avoir ce dilemme-là à traiter. Et c'est assez bien amené. Et je vous garantis que les 15 dernières minutes du film, vous êtes en apnée. Bloodsport, tous les coups sont permis, bien sûr. Grand film, Bloodsport. Et la journaliste qui, au début, effectivement, elle branche un mec, elle lui laisse entendre genre qu'il a moyen de moyenner, parce que ce gars est censé lui trouver une place pour qu'elle puisse assister au tournoi. Ouais, je suis d'accord, c'est un des meilleurs Van Damme avec Kickboxer aussi. Et je me rappelle, moi, à l'époque, j'avais vu, putain, Cyborg. De mémoire, c'était pas ouf, ça. Vous aimez Street Fighter? Regardez Bloodsport. Bloodsport est un meilleur Street Fighter le film que Street Fighter le film. Épisode 99, avec l'aide du meilleur. Tu connais pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. Alors c'est un film choral où il y a plein d'acteurs, etc. Je veux dire, plein d'acteurs connus et tout. C'est cool, ça fait plaisir. Notamment, il y a, comment il s'appelle? Je connais que lui. Ah putain. Le frère de Thor dans Marvel, là. Putain, bon, bref, le frère de Thor, voilà. Mais de toute façon, on s'en fout, il se fait buter dès le début du film, donc il meurt au début. Et justement, d'ailleurs, c'est pas un spoil, c'est juste que c'est ça qui va déclencher l'histoire, parce que du coup, les autres potes vont aller pour le venger. Sauf le chinois, qui lui va sortir de l'histoire très vite. Je pense qu'il était là, il voulait juste faire un caméo et se casser. Mais par contre, ça part dans tous les sens. C'est assez vénère. C'est assez smart comme film, hein, vraiment. Alors, mais pas, bon, c'est pas non plus intellectuel, hein, voilà. Et il y a notamment, il y a un acteur, alors lui, c'est pas qu'il joue dans les films, c'est que lui, il gagne les films, d'accord? C'est parce que lui, quand il joue, il gagne. Et incidemment, quand il pète, il trouve son slip. Et vous pensez peut-être que je déconne, mais je déconne pas. Ah, vous l'avez celui-là. Expandables 2. Donc effectivement, celui qui meurt, c'est le frère de Chris Hemsworth. Donc fallait pas chercher Loki, fallait chercher le frère de l'acteur. Le film est smart parce qu'il y a une scène en smart entre Bruce Willis et Schwarzenegger. Et Jet Li fait juste un caméo dedans. Et c'était quoi le dernier truc? Et Chuck Norris, bien sûr. Chuck Norris qui joue dedans. Et effectivement, quand il pète, il trouve son slip à la base de Sébastien Patoche. La chanson, c'est une chanson qui parle de Chuck Norris. Et enfin, le dernier épisode, des transports communs en transport en commun. On est parti. Tu connais pas ce film? Alors attention, parce que paraît-il que je raconte mal. Bon alors, ce film, c'est un peu particulier. Parce que ce film, pour moi, c'est un court-métrage d'1h30. Voilà. Oui. Donc, il y a un petit peu un ventre mou au milieu, voilà. Oui. Après c'est pas mal comme film. Mais je veux dire, je sais pas, je vais prendre un exemple tout con. Il y a des scènes marrantes, je veux dire, il y a notamment une scène dans les chiottes qui est assez marrante. Mais je veux dire, à un moment donné, dans ce film, ils essaient de nous apprendre les rudiments du pilotage d'avion. Alors, j'ai envie de dire, mec, tu fais du cinéma, si tu veux parler d'aviation ou de chemin de fer, montre-nous des avions et des trains. C'est du cinéma. Ne nous montre pas des mecs qui parlent d'avion. Voilà. Et donc il y a ce truc-là. Après, au niveau des acteurs. Alors, les acteurs jouent bien. Je ne veux pas laisser entendre que je pense que les acteurs jouent pas bien. Les acteurs jouent bien. Mais, il y a quand même un. À mon avis, il a vu pas mal de films de De Niro et puis on lui a dit ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Et puis il s'est fait plaisir. Voilà. Mais, bon, après, lui, il se fait calmer net, hein, de toute façon. Mais ce film, ouais, je sais pas. Après, la BO est pas mal. Et la BO, en plus, elle est là pour nous rappeler que c'est un choix, qu'il ne se passe pas des trucs ouf dans ce film. Notamment, il y a une chanson de cette BO. Comment elle fait? Je ne me rappelle plus exactement les paroles, mais c'est une chanteuse qui chante un truc du style. C'est toujours la même histoire entre les mecs et les meufs. Il se passe toujours la même chose, en fait. Et je pense que c'est ça que le message aussi du film, c'est quand c'est la vraie vie, il ne se passe pas non plus des trucs de ouf toutes les 5 minutes, quoi. Mais incidemment, ça me fait penser que dans le film, il n'y a quasiment pas de meuf. Je crois qu'il y a une meuf à un moment donné, mais genre sur une très courte scène. Genre là. Peut-être 2.
Bien joué sans sucre, c'était la haine. C'était la haine. Avec donc effectivement les rudiments de l'aviation, l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Voilà. Il y a l'acteur qui a trop regardé De Niro, c'est à moi que tu parles. Et il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi une autre vanne. Oui, dans la BO, la chanteuse qui chante, c'est toujours la même histoire entre les hommes et les femmes. C'était une chanson, un rap de Steh-Strauss qui chantait, c'est toujours la même story entre Los et Yachby. Et elle faisait souvent, c'est Asmuk mon Los, c'est Asmuk, wesh. Genre, c'est Asmuk mon Los, c'est Asmuk yo. Oh putain. C'est Asmuk. C'était magnifique. Un court-métrage, oui, je suis désolé, mais La haine, c'est un court-métrage d'1h30. Je suis désolé. Ça a pas si mal vieilli que ça. Ça a vieilli. Ça, c'est sûr et certain, ça a vieilli. Mais comme tous les premiers films vieillissent. Hein. Bon, c'était pas le premier film d'ailleurs, c'était son deuxième film. Le premier film, c'était Métis. Mais ça a vieilli, voilà. Mais c'est un court-métrage d'1h30. J'ai jamais compris toute la hype qu'il y a eu autour de ce film. C'est un bon film, hein, je l'aime beaucoup, hein, je l'ai, hein, voilà, bien sûr. Mais j'ai jamais compris toute cette hype. Et voilà, c'était l'épisode 100. Épisode 100 qu'on avait vu déjà en live.